feu vient de se déclencher dans un immeuble au cœur de Manhattan, à New York. Les pompiers américains entrent dans l'hôtel où l'incendie s'est déclaré. Ils ouvrent la porte de la chambre que les flammes sont en train de dévorer. Après avoir brillamment combattu le feu, ils n'en reviennent pas. Sous leurs yeux se trouve le corps de 2 femmes dont il manque la tête et les mains. Celui qui a mis le feu à cette chambre voulait brûler ces 2 corps. La police arrive et il semble que le tueur soit parti avec les têtes des 2 jeunes femmes. Ces détails sont affreux. Et pourtant, ils ne sont qu'une fraction de l'une des plus atroces affaires criminelles que les États-Unis ont connues. Et je vous la présente aujourd'hui. Si je vous parle de Midland Park, impossible pour vous de situer cette petite ville de 7000 habitants. Sauf si vous vous y êtes déjà rendu ou que vous y vivez. Par contre, si je vous dis New York, là vous n'avez aucun mal à vous repérer. Eh bien, Midland Park se trouve juste à l'ouest de New York, dans le New Jersey. C'est tout proche de la Grande Pomme, mais en termes d'ambiance, nous sommes à des années-lumière. Là-bas, c'est quasiment une vie de village. Tout le monde se connaît dans sa rue. Il y a très peu de passages et quasiment aucune criminalité dans le coin. Littéralement l'opposé de New York. Et c'est précisément ce que les gens recherchent, de la tranquillité. En 1968, la famille Harp profite de ce coin paisible de l'Amérique. La plus jeune de la famille et de ses 5 frères et sœurs également, Jacqueline, que tout le monde appelle Jackie, âgée de 13 ans, adore la vie qu'elle mène à Midland Park. Tous ceux qui la connaissent l'adorent, que ce soit ses proches, ses amis ou simplement les voisins. Jackie apprécie être active et c'est ce qui la pousse à s'inscrire à la fanfare du coin. C'est moins ancré en Europe, mais les fanfares sont très répandues aux États-Unis. Elles offrent un spectacle qui mêle chorégraphie et musique, souvent présenté lors d'événements sportifs, mais pas que. Évidemment, c'est une activité extrêmement exigeante. Il faut développer des capacités musicales, de bonnes aptitudes physiques et une excellente mémoire afin de retenir tous les pas des chorégraphies. Un petit grain de sable et c'est toute la machine qui s'enraye, ce qui peut être inconfortable face à une foule de spectateurs. Alors, pour éviter d'être embarrassé, il faut beaucoup d'entraînement. Justement, le mercredi 17 juillet 1968, Jackie rejoint les autres membres de la fanfare pour réviser leur spectacle. En début de soirée, après avoir bien transpiré lors de cet entraînement, comme tout le temps, il est proposé à l'adolescente d'être déposée en voiture. Sa réponse est toujours la même. Elle n'a pas besoin d'être raccompagnée. Elle rentre à pied. L'adolescente a un caractère bien à elle. Elle se sent indépendante. Elle n'a aucunement besoin d'être maternée et elle se gère entièrement. En plus, elle aime marcher. C'est un petit retour au calme après cette séance de sport. Sauf que du côté de la famille de la jeune fille, l'inquiétude grimpe en flèche. Il est déjà 21h et Jackie n'est toujours pas rentrée de son entraînement. Un tel retard n'a jamais eu lieu auparavant, et ce n'est absolument pas dans le comportement de leur fille que de traîner dehors aussi longtemps sans prévenir. C'est une adolescente, Jackie étant très autonome, les parents décident tout de même de patienter un peu. Après un bon moment, la situation en est toujours au même point. Il est temps de signaler la disparition de Jackie à la police du coin. Au milieu de la nuit, la famille Harp franchit les portes du commissariat. La situation est expliquée à un agent qui semble perturbé par ce que racontent les parents de l'adolescente. Il les fait patienter un moment avant de revenir accompagné d'un inspecteur. Celui-ci pose quelques questions à propos de la jeune fille. La famille commence à angoisser. Pourquoi les policiers parlent-ils comme s'ils connaissaient Jackie ? Eh bien, parce qu'ils savent où elle se trouve. Malheureusement, les mots qui sortent de la bouche de l'agent de police sont terrifiants. Nous avons trouvé votre fille. Elle est décédée. Le corps de Jackie Harp a été découvert quelques heures auparavant, gisant au milieu d'un ruisseau à proximité de Midland Park. Le visage de l'adolescente est couvert d'ecchymoses. Une large marque rouge fait le tour de son cou. Il n'y a aucun doute pour les enquêteurs. La jeune fille de 13 ans a été étranglée avec un élément de l'uniforme de la fanfare qu'elle représente.
Une sorte de ceinture faisant le tour de sa taille. Les parents n'en reviennent pas. Ils sont totalement sous le choc. Comment est-ce que cela a pu se produire ? Leur fille était avec ses camarades de la fanfare ce soir, dans un secteur tranquille où aucun fait divers n'est jamais rapporté. Mais il faut croire que le danger peut survenir dans n'importe quel lieu, et à n'importe quel moment. C'est un meurtre absolument horrible. Mais comme il s'est produit dans une zone où il y a très peu d'habitants, que tout le monde se connaît, et où, normalement, cela n'arrive pas, les agents sont confiants sur le fait qu'ils vont rapidement remonter au tueur, ce qui serait une maigre consolation pour la famille de la victime. Chaque habitant de Midland Park est interrogé à propos de son emploi du temps en premier lieu, puis sur des événements inhabituels qu'ils auraient pu constater. Sauf que, contrairement à ce que s'imaginaient les enquêteurs, l'investigation n'est pas aussi simple. Personne n'a rien vu, ni rien entendu de suspect, ce qui conduit à penser que soit des complices sont mêlés et gardent le secret de cet homicide pour eux, soit Jackie est tombé sur un rôdeur, rendant presque impossible la résolution de cette affaire. Alors, il y a bien des suspicions. Les habitants de Midland Park se méfient tous à présent. Seulement, il n'y a aucun suspect, ni même un début d'une quelconque piste, et le dossier du meurtre de Jackie Harp se dirige tout droit vers la pile des affaires non résolues. L'hypothèse qui règne au sein de la police est que l'adolescente a fait la mauvaise rencontre au mauvais moment. Et dans ce genre de cas, il est très difficile de remonter jusqu'au tueur. Les enquêteurs gardent l'affaire ouverte. Et alors qu'ils travaillent sur ce cas, les cadavres s'amoncellent dans le secteur de Midland Park. Entre 1968 et le début des années 70, ce sont 7 meurtres supplémentaires, dans les mêmes circonstances, toutes des jeunes filles ou des jeunes femmes, qui alourdissent la liste des victimes d'un tueur en série. Il ne fait plus aucun doute qu'il s'agisse d'un seul et même individu. Le problème est que, malgré 8 victimes en tout, ces affaires ne sont jamais résolues. L'identité du meurtrier reste un mystère pour tous les policiers du comté de Bergen. Bien sûr, la présence d'un tueur en série fait rapidement le tour des médias qui se saisissent de l'affaire et surnomment ce tueur l'étrangleur de Bergen, du fait de son mode opératoire identique pour chaque victime. Bien que nous soyons dans les années 70 et que la criminologie, cette science visant à comprendre le comportement des tueurs afin de les traquer de la façon la plus efficace possible, soit encore expérimentale, des psychiatres émettent déjà l'hypothèse que plus le meurtrier fera de victimes sans se faire prendre, plus il se sentira intouchable, et plus ses actes deviendront immondes. Malgré l'inquiétude de la population locale, la pression des médias et des efforts monumentaux pour mettre la main sur cet étrangleur, les autorités font chou blanc. Impossible d'arrêter la personne responsable de ces crimes. Et toutes les affaires concernant l'étrangleur de Bergen sont classées parmi les affaires non résolues. Cependant, plusieurs années s'écoulent sans que plus aucun meurtre ne soit attribué à l'étrangleur de Bergen, qui semble donc être un lointain souvenir. Le tueur est peut-être mort, il a peut-être déménagé, ou en tout cas, un événement apparaît l'avoir poussé à stopper les assassinats. En 1977, Marianne et Michael Carr sont mariés depuis 1 an et demi environ. Tout se passe pour le mieux dans ce mariage qui est une totale réussite avec 2 personnes qui se sont bien trouvées. Michael est un jeune cadre dans le domaine de l'immobilier, Marianne, quant à elle, est employée par un hôpital comme technicienne médicale. Le couple vit dans un appartement cosy à Little Ferry, tout proche de New York, mais dans le New Jersey. C'est la vie idéale, un couple qui baigne dans le bonheur. Et le vendredi 9 décembre 1977, Michael doit se rendre à Rochester, dans l'état voisin de New York, pour affaires. Et ce voyage professionnel doit durer plusieurs jours. Le jeudi 15 décembre, Marianne a prévu de rendre visite à sa belle-mère pour le dîner, et prendre soin d'elle également durant la période d'absence de son fils. Marianne ne se présente pas chez la mère de son époux. Inquiète, cette dernière téléphone à plusieurs reprises, sans que personne ne décroche. Elle contacte alors son neveu autour de 23h45. Elle lui demande de bien vouloir se rendre chez Marianne, qui habite dans le même complexe d'appartements que lui, pour s'assurer que tout est en ordre. Le neveu possède un double des clés du logement du couple. Il se dirige vers l'entrée du bâtiment où Marianne vit
et se présente devant l'appartement, portant le numéro 212. Il utilise ses clés pour passer l'entrée du bâtiment. Mais, surprise, la porte du domicile n'est pas verrouillée. Le jeune homme entre donc. C'est alors qu'il voit la lumière allumée dans le salon, ainsi que la cuisine. Normalement, Marianne devrait se trouver ici. Pourtant, il a beau faire et refaire le tour de cet appartement, aucune trace de Marianne ni de qui que ce soit d'autre. Hautement inquiet de cette disparition mystérieuse, le neveu appelle immédiatement la police à qui il donne tous les éléments en sa possession. Il explique qui est Marianne, où elle habite, ce qu'elle fait dans la vie et le moment où elle a cessé de donner signe de vie. Au départ, la mère de Michael ne voulait pas transmettre son inquiétude à son fils en déplacement professionnel. Mais maintenant que la police est impliquée, son neveu l'informe des événements qui sont en train de se dérouler. Michael décide de rentrer par le premier avion le lendemain matin. Il est déterminé à retrouver sa femme et compte bien s'activer dès qu'il posera pied à terre à Little Ferry. Il n'aura pas besoin de se lancer dans des recherches finalement. Marianne est retrouvée, ou plutôt son cadavre. Le vendredi 16 décembre, à 7h15 du matin, le corps de la jeune femme a été découvert sur le parking d'un hôtel, le Quality Inn, à Hasbrook Heights. La description de la dépouille correspondait au signalement émis par les policiers ayant recueilli les éléments concernant la disparition de Marianne Carr. C'est ainsi qu'ils ont fait le rapprochement. C'est donc une enquête pour meurtre qui démarre. Après les massacres survenus plusieurs années auparavant dans le comté de Bergen, et certainement commis par un tueur en série, voilà qu'un nouveau dossier atterrit sur le bureau des policiers. Il s'agit de Marianne Carr, une femme ordinaire avec une vie comblée. Malheureusement, le bonheur s'est stoppé net, et voici son corps gisant sur le parking de l'hôtel Quality Inn. La première chose qui saute aux yeux des enquêteurs, chargés de résoudre l'affaire, c'est que la victime porte encore une blouse blanche, en l'occurrence sa tenue de travail en tant que technicienne médicale. Autrement, il n'y a pas vraiment d'autres indices sur le lieu où le cadavre est découvert. Pourtant, la zone est passée au crible. Et c'est une indication en soi, parce que cela signifie sûrement que le meurtre ne s'est pas produit sur le parking. L'aire de stationnement est seulement un endroit choisi par l'assassin pour se débarrasser du corps. Puisque le neveu a indiqué que la lumière était encore allumée lorsqu'il est arrivé dans l'appartement de Marianne, les inspecteurs supposent que des indices pourraient se trouver à cet endroit. Au fond, ils pensent même que le crime aurait pu avoir lieu là-bas. Pour en avoir le cœur net, il pénètre dans l'appartement. Il est tel que le neveu l'a découvert. Le jeune homme a cru bon de ne rien toucher. À l'intérieur, les lumières sont donc toujours allumées. Il y a du courrier posé sur la table de la cuisine ainsi qu'un verre de vin sur le bar, faisant la séparation avec le salon. En réalité, la scène que les enquêteurs ont sous les yeux n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Il n'y a pas de traces de lutte, pas de cheveux étrangers, d'empreintes digitales appartenant à une tierce personne ou de fibres provenant de l'extérieur. C'est comme si la personne qui avait consommé ce verre de vin avait simplement franchi la porte d'entrée pour sortir tout à fait sereinement. De prime abord, on pourrait donc penser que l'enquête est mal embarquée. Pourtant, cette absence d'indice en est un en soi. Marianne a fini son service, elle est rentrée chez elle, elle a récupéré le courrier puis elle est montée jusqu'à son appartement. Elle a posé le courrier sur la table de la cuisine avant de se servir un verre de vin. Et c'est là qu'elle a disparu. Maintenant, rappelez-vous, la porte de l'appartement de Marianne n'était pas verrouillée. En revanche, la porte d'entrée de l'immeuble, elle, l'était et sans aucune trace d'effraction. Autrement dit, la personne qui a attaqué la jeune femme possède les clés de l'entrée du bâtiment où la victime habite. Puisque la porte de l'appartement n'était pas verrouillée, la jeune femme l'a sûrement ouverte. Il y a donc de bonnes probabilités pour que Marianne connaisse l'individu qui l'a attaquée. En tout cas, pour les inspecteurs de police, c'est ce qui explique l'absence de traces de lutte dans l'appartement. Et l'enlèvement s'est donc produit ici. Afin d'obtenir plus d'éléments autour de la mort de la jeune femme de 26 ans, son corps est examiné par un médecin légiste. L'expert découvre des résidus d'un matériau collant, comme du ruban adhésif. Le visage de Marianne est rouge, ce qui est certainement lié à la petite marque autour du cou.
Effectivement, il y a une fine ligne faite par la chaîne du collier qu'elle portait. Le bijou a donc pu servir d'arme du crime au tueur. C'est d'ailleurs confirmé dans la foulée par le médecin légiste qui découvre que la cause de la mort est une asphyxie suite à un étranglement. Les enquêteurs, qui supposaient jusque-là que le motif du crime était de nature sexuelle, sont surpris par la conclusion de l'expert. Il leur annonce qu'aucune agression sexuelle n'a été commise. En revanche, en plus d'avoir été potentiellement bâillonnée, la victime a été brutalement battue. Ce ne sont pas des blessures défensives, elle a été menottée. Les marques sur ses 2 poignets ne mentent pas, et elle a donc subi un passage à tabac sadique avant de mourir. Son corps est recouvert de contusions. Il y a des plaies ouvertes également. Le meurtrier s'est acharné sur elle pour être certain qu'elle souffrirait. Et c'est peut-être ce qu'il recherchait d'ailleurs. Puisqu'une partie des événements se sont produits au domicile de Marianne, et à un horaire assez tardif, les inspecteurs interrogent l'ensemble des voisins. Très peu ont des informations intéressantes à communiquer. Mais il y a une voisine qui dit avoir entendu des cris de femmes autour de 19h45. Elle aurait cru entendre « je le ferai » 2 fois d'affilée. Elle n'a pas appelé la police parce que, à aucun moment, elle n'a imaginé qu'une femme subissait une agression. Elle a pensé à une dispute de couple, comme cela peut arriver. D'autres voisins indiquent avoir aperçu la jeune femme autour de 19h30 sur le parking de l'immeuble. D'après eux, elle discutait avec un homme à la peau de couleur blanche et ils ont cru qu'il s'agissait de Michael, son mari. Et si Michael s'était arrangé pour assassiner sa femme? Voici que l'époux doit quitter la région pour un déplacement professionnel et sa femme meurt dans d'étranges circonstances quelques jours après. Ce déplacement n'était-il pas le début de construction d'un faux alibi? Les enquêteurs décident d'interroger Michael. En fonction de sa version, il sera facile de vérifier ses dires. Et effectivement, il affirme avoir été en compagnie de collègues durant tout son séjour. Il y a une multitude de témoignages qui confirment sa version. Impossible donc de savoir avec qui Marianne discutait avant son enlèvement. Puisque le mari n'est plus sur la liste des suspects, les policiers s'attardent sur les événements anormaux qui se sont produits durant les mois précédant le crime de la jeune femme. C'est alors que les enquêteurs découvrent qu'il y a 1 mois à peine, l'un des résidents du bâtiment où se trouve l'appartement du couple a été victime d'un cambriolage. L'homme déclare que des vestes ainsi que des montres lui ont été dérobées. Mais ce qui attire l'attention des inspecteurs, c'est un tout autre détail. La porte d'entrée du voisin n'a pas été forcée. Il n'y a pas eu d'effraction. C'est comme si ce cambrioleur possédait les clés de l'appartement de cet homme. Les agents envisagent fortement que le cambrioleur est également le meurtrier. Et s'il dispose des clés permettant d'accéder au bâtiment, il y a de grandes chances pour qu'il réside au même endroit que ses 2 victimes. La clé pour résoudre cette affaire se trouve donc dans ces immeubles. C'est une progression phénoménale pour les forces de l'ordre. Mais il faut parvenir à obtenir un nom à présent. Et c'est bien là le plus difficile. Malgré 300 interrogatoires menés, ce qui est absolument faramineux, c'est l'impasse. Aucun indice, aucun témoignage et aucun suspect. Le dossier de Marianne Carr finit au fond d'un tiroir. C'est frustrant pour les enquêteurs. Ils sont persuadés que le tueur se trouve dans cet immeuble, ou alors y a habité. Mais impossible de mettre un point final à cette histoire, et puis arrive le 22 mai 1980. C'est a priori un jeudi comme un autre. Une femme de ménage de l'hôtel Quality Inn fait sa ronde habituelle en nettoyant les chambres qui lui ont été assignées. Cependant, elle ne ressortira pas indemne de la chambre 132. Marianne Carr, cette jeune technicienne médicale de 26 ans, avait été retrouvée morte sur le parking de l'hôtel Quality Inn. Presque 3 ans plus tard, une femme de ménage de ce même établissement nettoie la chambre 132. Elle passe l'aspirateur dans toute la pièce, lorsqu'elle bute contre un objet qui l'empêche de glisser son appareil sous le lit. Elle a beau forcer, rien n'y fait. La jeune femme se penche alors pour comprendre ce qui obstrue le passage. Et c'est alors qu'elle découvre le cadavre d'une femme totalement nue. La police est immédiatement contactée.
Des agents sont envoyés sur place et constatent avec effroi que la victime est une jeune femme blanche. Ses mains sont encore menottées dans son dos. Et au premier coup d'œil, il semble qu'elle a subi un étranglement. Mais il y a un détail qui rappelle une autre affaire plus ancienne. Ce sont les traces de ruban adhésif présents sur la bouche de la victime, comme dans le cas de Marianne Carr. Voici deux affaires différentes, mais avec une similitude évidente. Le lieu également est identique, l'hôtel Quality Inn. Le procédé employé dans cet assassinat a aussi été répété, avec un acharnement avant la mise à mort. Malgré ces ressemblances, il y a également des divergences. En observant le corps de plus près, les policiers remarquent des traces de morsures au niveau de la poitrine de la victime, ce qui n'avait pas été le cas de Marianne 3 ans plus tôt. Il semble aussi que cette fois, la jeune femme a été violée par son agresseur. Les enquêteurs sont certains de faire face au même meurtrier. C'est une nouvelle opportunité pour eux de tenter d'arrêter ce monstre. Alors, la pièce où le cadavre est découvert est passée au peigne fin. La chance semble enfin avoir changé de camp. Sur les menottes, une empreinte digitale est relevée. Même si, après une recherche dans la base de données, celle-ci n'est pas reliée à un nom, cela reste une très bonne piste dans le cas où il y aurait des suspects. Si l'empreinte du suspect n'existe pas dans le fichier de la police, celle de la victime y est présente, permettant ainsi son identification. Valérie Ann Street, 19 ans, est la jeune femme dont le corps a été retrouvé sous ce lit de l'hôtel Quality Inn. Elle était une prostituée travaillant dans le coin et avait déjà fait l'objet d'une arrestation. C'est pour cette raison qu'elle se trouve enregistrée dans le fichier des autorités. Le médecin légiste, quant à lui, confirme ce que les policiers pensaient. La victime a été étranglée. La connexion entre les meurtres de Marianne Carr et Valérie Ann Street est évidente pour les enquêteurs, qui tentent alors de comprendre les événements autour de la mort de cette dernière. Valérie a été aperçue pour la dernière fois le mercredi 21 mai à Manhattan. À environ 22h, elle se trouvait dans la rue en train de travailler. À 1h du matin, sa petite amie, également présente, l'a vue partir avec un homme blanc aux cheveux bruns. Marianne Carr aussi avait été aperçue avec un homme ayant la même apparence quelques minutes avant son meurtre. Si cette personne est la même et qu'elle est déjà responsable de 2 meurtres, il y a de fortes chances pour que d'autres victimes soient à déplorer et que cet individu soit un tueur en série. Les enquêteurs rouvrent alors tous les dossiers d'homicide et d'enlèvement pour les comparer avec les 2 affaires en cours. C'est la stupéfaction lorsque l'un des inspecteurs met la main sur un enlèvement violent s'étant produit à la même adresse où résidait Marianne, la première victime. Le crime a eu lieu seulement 3 mois après la mort de la jeune femme. Le jeudi 23 mars 1978, à 7h du matin, une jeune femme est découverte sur le parking de la résidence à Little Ferry. Son corps est meurtri, ses seins sont écorchés, mais surtout, des marques de brûlure sont relevées sur sa poitrine. Son corps est recouvert d'ecchymose, cependant, elle n'est pas morte. Elle a simplement perdu connaissance. Elle est rapidement envoyée à l'hôpital pour être stabilisée. La jeune survivante s'appelle Karen Schilt, elle est âgée de 22 ans et au moment de son enlèvement, elle travaillait comme serveuse dans un bar de New York. Une victime survivante, c'est extrêmement rare dans les affaires mêlant des tueurs en série. Les enquêteurs relisent la déclaration de Karen. Elle explique que, ce soir-là, elle a pris son poste et son service s'est déroulé normalement. En fin de soirée, un homme de couleur blanche l'a abordée. Il s'est présenté sous le nom de John. Karen a dû aller aux toilettes. Quand elle est revenue, un verre l'attendait. Elle a bu avec cette personne et c'est alors qu'elle a commencé à se sentir bizarre. Selon elle, une drogue a été introduite dans son verre. Seulement, elle n'a pas eu le temps de réagir. Elle a rapidement perdu connaissance. Quand elle a repris ses esprits, elle s'est réveillée dans la voiture de l'individu sur le parking de la résidence de Little Ferry, là où vivait Marianne Carr. L'homme est toujours à ses côtés. Il lui dit alors que, fut un temps, il habitait dans ce complexe d'appartements. Pourquoi lui fait-il une telle confidence qui pourrait le mettre en mauvaise posture vis-à-vis de la police qui le poursuit? Tout simplement parce qu'il a l'intention de tuer Karen. La jeune femme est d'abord agressée sexuellement, avant d'être étranglée, puis jetée sur le parking de la résidence. Ses bijoux ont été volés, et puis elle a finalement été sauvée le lendemain matin. Les informations que les policiers récoltent avec Karen sont très intéressantes.
Les enquêteurs continuent leurs recherches dans les archives et tombent sur une autre affaire similaire à l'histoire qu'ils viennent d'entendre. 7 mois après l'attaque de Karen et 1 an après le meurtre de Marianne, les inspecteurs découvrent le cas de Susan Geiger, une prostituée ayant subi une agression sexuelle, ayant été violemment frappée et laissée pour morte sur le parking d'un hôtel, le Airport Motel à South Hackensack, toujours dans le comté de Bergen. La description physique faite par Susan correspond à celle de Karen, un homme à la peau de couleur blanche, dans la trentaine, avec des cheveux bruns. L'homme que la police recherche est donc certainement responsable de 2 meurtres et 2 agressions. À un meurtre près, il se pourrait qu'il devienne officiellement un tueur en série. Sauf que ce qu'ignorent les enquêteurs, c'est qu'en réalité, il n'a pas seulement 2 victimes à son compteur, mais bien 10. Marianne Carr et Valerie Street étant les 2 dernières de sa série. La rumeur des meurtres des 2 jeunes femmes a fait le tour du comté de Bergen, jusqu'à Midland Park, où 8 jeunes filles ont été brutalement assassinées avec le même mode opératoire. Et cela rebat les cartes. Parce qu'avec 10 victimes à son actif, c'est un assassin déjà très prolifique, qui a de l'expérience et qui risque de donner du fil à retordre aux enquêteurs. Le temps qui s'écoule ne joue pas en leur faveur, et pour stopper l'hémorragie, il va falloir être efficace. Mais alors que l'investigation peine du côté de Bergen, à Times Square, en plein cœur de Manhattan, c'est la débauche la plus totale. Parce que oui, dans les années 70 et 80, la rue la plus connue des États-Unis est loin d'être un repère à touristes. C'est un coin mal famé de la Grande Pomme, avec de nombreux sex shops, spectacles de striptease et n'importe quelle attraction tournant autour de la sexualité. La prostitution fait évidemment partie de cette ambiance générale, et il y a des hôtels connus pour les passes. C'est le cas du Sevi Hotel. Le jeudi 15 mai 1980, un incendie se déclare dans cet établissement. C'est peu surprenant vu le piteux état dans lequel se trouve l'hôtel, mais cela n'empêche pas les pompiers de venir faire leur travail. Quand ils entrent dans la chambre où le feu s'est déclenché, ils réussissent à maîtriser l'incendie. Sauf que dans la pièce, il y a un corps. Dans ce genre de cas, des enquêteurs sont envoyés automatiquement. Le cadavre est celui d'une jeune femme, Jean Reiner. Elle est une prostituée qui travaille sur Times Square. C'est l'horreur au moment d'étudier son corps. Il a été horriblement mutilé, et clairement, il y a eu un meurtre ici. Manifestement, elle a été torturée. Ses seins sont dans un état atroce. La scène, sous les yeux des policiers, est absolument terrifiante. Mais le plus inquiétant pour les enquêteurs de la brigade criminelle de New York, c'est que ce n'est pas la première fois qu'ils assistent à un spectacle aussi morbide. 5 mois plus tôt, le 2 décembre 1979, les pompiers ont répondu à un appel d'urgence signalant un incendie dans l'une des chambres de l'hôtel Travel Inn, situé à 3 blocs à peine de Times Square. Ce dimanche matin, les soldats du feu ont pénétré dans une chambre au 4e étage du bâtiment. Le feu est maîtrisable, ce n'est qu'un départ d'incendie. Ce sont les 2 lits de la chambre qui sont en train de brûler. Pourtant, les pompiers qui ont mené cette intervention ne sont pas prêts d'oublier le terrible spectacle sous leurs yeux. 2 cadavres de femmes blanches en début de vingtaine sont au milieu des flammes. Mais le plus choquant est que dans les 2 cas, la tête et les mains ont été sectionnées. Les victimes ont connu des instants très sombres avant leur mort. Les corps sont couverts de coupures et elles ont été faites alors qu'elles étaient encore vivantes. Sans les têtes, le médecin légiste ne peut pas connaître la cause de la mort. Il a cependant une idée du déroulé des événements. L'homme a attiré les 2 femmes dans la chambre. Il les a torturées durant un long moment, avant de les mettre à mort, puis de retirer leurs têtes et leurs mains. Il a ensuite mis le feu à la chambre. Cela signifie donc que le tueur était présent sur les lieux quelques minutes seulement avant l'arrivée des pompiers. Allumer un feu était clairement un risque démesuré. Simplement, les forces de l'ordre comprennent à présent qu'elles ont affaire à un psychopathe sadique sexuel. Ces 2 termes sont importants. Le premier, psychopathe, n'a aucune valeur médicale, mais il permet de définir un individu ne possédant aucune valeur morale ou sociale. Il est dénué d'empathie, mais pas de sentiment. Un psychopathe n'est pas nécessairement un tueur, ni même un criminel. Il se peut que ce genre de personnes n'enfreignent pas la loi, et au contraire réussissent très bien dans leur vie. Par contre, la très grande majorité des sadiques sexuels sont des psychopathes.
Ce qui nous amène à ce deuxième terme. L'aspect sadique sexuel est parfois difficile à comprendre pour les gens. Et c'est normal, c'est pour ça que je vais vous expliquer concrètement ce concept relié à beaucoup de tueurs en série. La cruauté n'est que le moyen de parvenir à cette souffrance. Un sadique peut tourmenter ses victimes autrement que physiquement. Une torture psychologique est aussi envisageable, pourvu que la victime souffre. Souvent, il y a une nature sexuelle dans ce plaisir que ces individus ne réussissent pas à combler autrement. Et pour les forces de l'ordre, faire face à un tueur en série répondant à ces caractéristiques, c'est un gros problème. Le psychopathe sadique sexuel est le pire des meurtriers. C'est un planificateur méticuleux. Il peut passer des mois, voire des années entières à préparer le crime qu'il compte commettre. La surprise et la spontanéité sont ses deux pires ennemis. D'ailleurs, certains passent une vie entière avec ces projections mentales sans jamais mettre en œuvre leur plan. Ils ont été des prédateurs potentiels durant une vie complète, mais n'ont jamais franchi le cap. En revanche, quand un sadique sexuel passe à l'acte, les policiers se trouvent en mauvaise posture, parce que les crimes sont menés quasiment à la perfection, ne laissant que très peu de traces derrière eux. Et plus le tueur prend confiance, plus il devient dangereux, n'hésitant pas à augmenter la fréquence des attaques. Heureusement, ce dernier point est aussi une faiblesse. En devenant confiant, il laisse place à l'arrogance par moments, comme le tueur de Times Square qui nargue la police en mettant le feu aux chambres d'hôtel pour montrer ce qu'il a accompli, et non pas pour effacer des preuves comme on pourrait le penser, bien que cela soit le cas également. Et voici après quel type de meurtrier courent les forces de l'ordre de New York. Un tueur en série qui élimine les prostituées et qui est prêt à tout pour réaliser ses fantasmes tordus. La police de New York poursuit un psychopathe qui mutile, tue, puis démembre des filles du secteur de Times Square. Seul problème, le meurtrier est un véritable fantôme. Comme il est impossible de repérer le tueur, c'est la panique dans la rue, notamment chez les prostituées qui ne se sentent plus en sécurité. La police décide donc de questionner tous les salariés des hôtels autour de la zone des meurtres. Très bonne initiative, puisque grâce à ces témoignages, un profil ressort. Le suspect est décrit comme un homme blanc, au teint olive, d'une trentaine d'années. Il mesure entre 1,80 m et 1,90 m. Ses cheveux sont bruns avec des pommettes relativement hautes. C'est tout ce qu'ont pu récolter les policiers de New York contre ce redoutable tueur. Mais c'est toujours une avancée appréciable, sauf que ce n'est pas suffisant. Et le comté de Bergen va en faire les frais une semaine plus tard. Le jeudi 22 mai 1980, les forces de l'ordre sont appelées une troisième fois à l'hôtel Quality Inn de Hasbrouck Heights. Jusque-là, qui dit Quality Inn dit cadavre, mais pas ce soir de mai. Si la police a été appelée, c'est parce que des cris d'une jeune femme ont été entendus dans la chambre 117. Avec les événements s'étant produits ces derniers temps, des employés ont toqué pour s'assurer que tout allait bien. Un homme a alors parlé à travers la porte pour dire qu'il venait juste de se disputer avec sa copine, mais que tout était rentré dans l'ordre. Les employés insistent pour voir la jeune femme, et c'est bien elle qui entrouvre le battant. Seul son visage apparaît dans l'ouverture de la porte. On lui demande si tout va bien, et la jeune femme répond que oui. Ce sont ses mots, mais son visage et un geste des yeux laissent comprendre aux employés de l'hôtel qu'elle est en détresse. Aussitôt, la police est contactée. Des agents arrivent très rapidement à l'hôtel. Ils sont dans le couloir de la chambre concernée quand ils aperçoivent un homme sortir du numéro 117 avec un sac à la main. Il les fixe un instant, puis il se met à courir. Il tente de s'enfuir, sauf que, de l'autre côté du couloir, un agent avait bloqué l'issue. Et voici l'individu mis en joue par un fusil de la police. Il se stoppe donc et abandonne l'idée de la fuite. Son sac est fouillé pour s'assurer qu'il n'est pas armé. À l'intérieur, les agents découvrent des menottes, du ruban adhésif, une bouteille d'alcool, un couteau et un pistolet à grenaille. L'homme est interpellé, placé en garde à vue et emmené au poste de police pour y être interrogé, tout comme la femme présente dans la chambre 117. Le suspect est identifié comme Richard Cottingham, 34 ans, marié et père de 3 enfants. Il vit à Lodi, dans le New Jersey, travaille à Manhattan en tant qu'informaticien pour une compagnie d'assurance. A priori, il a le profil de Monsieur Tout-le-Monde.
Selon sa version, il a rencontré une prostituée à Manhattan et lui a proposé 180 $ pour ses services. Toujours d'après lui, tout ce qu'il faisait dans cette chambre d'hôtel était consenti. Seul problème pour lui, la police ne croit pas un mot de ce qu'il raconte. D'une part, parce qu'il s'est trouvé au Quality Inn, avec du matériel similaire à ce qui a été utilisé par le tueur de Marianne Carr et Valerie Street. Et surtout, parce que la jeune femme qui se trouvait dans la chambre avec lui fait une toute autre déclaration. Elle s'appelle Leslie Ann Odell. Elle est âgée d'à peine 18 ans et, depuis quelques semaines, elle se prostitue dans les rues de New York. Cette nuit, elle a croisé la route de Cottingham. Elle est montée dans sa voiture et il a conduit jusqu'au Quality Inn. Là-bas, la jeune femme accepte la demande de l'homme qui souhaite la menotter. Il lui a donc attaché les mains ainsi que les pieds. Une fois immobilisé, le comportement de l'homme a totalement vrillé. Il a sorti un couteau de son sac pour lacérer le corps de la jeune femme, y compris ses seins. C'est alors que Cottingham lui aurait dit qu'il est un tueur en série recherché et qu'il est armé en montrant son pistolet. Leslie est totalement paniquée. L'homme continue de parler. Il dit à la jeune femme qu'elle n'est qu'une prostituée et qu'il va la tuer comme il l'a fait avec les autres, parce que c'est ce qu'elle mérite. À la fin de cette phrase, Cottingham s'est approché d'elle pour l'étrangler. Malgré les menottes, elle réussit à se débattre et à se libérer un court instant pour crier de toutes ses forces, ce qui a alerté le personnel de l'hôtel. Si Leslie n'était pas parvenue à crier, ou si les employés n'avaient pas réagi à cette agitation, la jeune femme serait morte pour les policiers. Les enquêteurs sont persuadés de détenir dans leur cellule un tueur en série extrêmement dangereux. Ils retournent le confronter avec la déclaration de Leslie Odell. Cottingham se met à pleurer. Il se calme et finit par dire aux policiers « Je serais fou de vous dire ce que j'ai fait jusque-là ». Il raconte qu'il a un problème avec les femmes, mais se contente de ces quelques mots. Peu importe, maintenant qu'il se trouve derrière les barreaux, le temps qui était le pire ennemi des forces de l'ordre devient leur meilleur allié. La pression s'allège et les enquêteurs ont le temps de ressortir les dossiers des affaires non résolues depuis plusieurs années, et notamment celles de Marianne Carr et Valerie Street. Avec un nom sur leur liste des suspects, les policiers retournent au Quality Inn afin de relever les noms des réservations faites durant les périodes des meurtres. Cottingham n'a évidemment pas inscrit son vrai nom sur le registre, mais son écriture, elle, ne change pas, et elle correspond tout à fait. Le moment où il a réservé sa chambre d'hôtel coïncide avec le jour du meurtre de Valerie Street. L'étape suivante est bien sûr de perquisitionner le domicile de Richard Cottingham à Lodi, dans le New Jersey. En arrivant, les enquêteurs sont accueillis par Janet, la femme de Richard Cottingham. Ils apprennent d'ailleurs que l'épouse venait d'entamer une procédure de divorce à l'encontre de son mari, notamment parce qu'il est un homme ultra violent. Elle n'est pas surprise de voir la police débarquer. Elle facilite la tâche des inspecteurs en leur signalant une pièce interdite se trouvant au sous-sol. Seul son mari a le droit d'y accéder. Les agents ne perdent pas une seconde et commencent leur visite de la maison par cette mystérieuse pièce. Après avoir descendu les marches menant au sous-sol, la tension grimpe d'un cran lorsque les agents se retrouvent face à cette porte cadenassée. Elle est forcée et à l'intérieur, personne n'aurait pu s'attendre à ce qui allait être découvert. L'atmosphère de la pièce est glauque. Il y a beaucoup de films pour adultes, des objets BDSM, mais surtout un coffre-fort. Un serrurier est appelé pour venir l'ouvrir. Des armes utilisées dans différents meurtres sont saisies. Dans ce coffre, il y a aussi des trophées. Les bijoux de Karen Schilt et Susan Geiger sont collectés. Cette trouvaille est une avancée phénoménale. Cela permet d'impliquer directement Cottingham dans 2 meurtres supplémentaires. Mais alors, pourquoi a-t-il conservé des preuves aussi compromettantes ? Eh bien, parce que les psychopathes sadiques sexuels réussissent à prendre du plaisir en se remémorant les instants des meurtres et comment ils ont fait souffrir leurs victimes. Ils ne recommencent à tuer que lorsque ces trophées ne fonctionnent plus. Certains retournent sur les lieux d'un crime, par exemple, pour mieux se souvenir. C'était le cas notamment de Gary Ridgway, l'un des tueurs en série américains les plus prolifiques. Au fond, Cottingham est un peu pareil. Dans le coffre se trouve aussi une clé marquée 462C. Les enquêteurs comprennent aussitôt ce qu'elle ouvre, la porte de la résidence de Marianne Carr. C'est de cette façon que Cottingham est entré dans le bâtiment.
Alors, le tueur en série avait résidé dans l'un des immeubles du complexe, comme il l'avait annoncé à l'une des survivantes. Mais la police apprend qu'il ne se trouvait pas dans la même entrée que Marianne, et donc ces clés n'auraient pas pu servir. Ce n'est que plus tard que les enquêteurs font le lien entre Cottingham et le cambriolage d'un voisin de Marianne, survenu quelques mois plus tôt. C'est de cette façon que le meurtrier s'est emparé de la clé. Mais souvenez-vous, le cambrioleur de ce voisin n'avait pas fracturé la porte d'entrée de l'appartement. Comment a-t-il fait ? Cottingham connaissait bien ce voisin, puisqu'il a travaillé avec lui durant 3 ans et a réussi à lui dérober la clé de son appartement qu'il a dévalisé ensuite. D'ailleurs, des effets personnels de ce voisin se trouvent également dans le coffre du tueur, notamment une montre. Alors les enquêteurs sont ravis d'avoir saisi toutes ces preuves. Sauf qu'il y a beaucoup d'affaires n'appartenant pas à Cottingham, et qui pourraient être des trophées supplémentaires. Tout s'éclaircit quand la presse révèle l'affaire au grand public. L'un des inspecteurs de la police de New York découvre dans les journaux qu'un suspect a été arrêté dans le cadre d'une série de meurtres. Cet inspecteur informe directement le reste de la brigade criminelle qui planche sur les assassinats de Times Square. C'est comme ça que les policiers new-yorkais mettent la main sur celui qui a mutilé ces jeunes femmes dans des hôtels avant de mettre le feu à leur corps. Ils en sont certains parce que parmi tous les objets se trouvant chez Cottingham, un collier et un ensemble complet de vêtements appartenant à Gene Rainer, tué au Séville Hotel, sont découverts. C'est une révélation qui fait prendre encore plus d'ampleur à cette affaire criminelle. Le comté de Bergen et la ville de New York ont donc été 2 terrains de chasse de ce psychopathe. Mais il y a sûrement d'autres victimes qu'il faut trouver. En attendant, la police joue ses meilleures cartes pour faire enfermer Cottingham définitivement. Et dans son jeu, il y a 2 jeunes femmes survivantes. Si elles sont capables d'identifier le suspect parmi d'autres hommes lui ressemblant au commissariat, ce sera un pas décisif pour la police. Dans les 2 cas, elles identifient formellement Richard Cottingham. Il sera donc inculpé pour ces 2 tentatives de meurtre. Enfin, les enquêteurs peuvent quasiment boucler une affaire, celle de Valerie Street. L'empreinte digitale du tueur avait été relevée sur les menottes que le cadavre de la femme portait. Cette empreinte est comparée à celle du suspect et correspond totalement. Voici une preuve médico-légale directe impliquant Richard Cottingham dans le meurtre sauvage de Valerie Street. Évidemment, les policiers retournent discuter avec Cottingham, toujours en cellule. Ils espèrent qu'il va parler, essayer de négocier, faire des aveux en contrepartie d'une réduction de peine. Mais pas du tout. Il répond aux inspecteurs qu'il n'a aucune idée de qui a pu commettre les meurtres dont on l'accuse. Ceci conduit le procureur à n'engager des poursuites que sur les dossiers les plus solides. Celui de Valerie Street, avec l'empreinte digitale du meurtrier, et des 3 survivantes, avec notamment Leslie Odell, qui avait permis de prendre Cottingham en flagrant délit. L'avocat de Cottingham réussit à obtenir une proposition d'accord de la part du procureur. Par contre, il ne s'attendait pas à ce que la proposition soit aussi alléchante. 20 ans d'emprisonnement pour ces 3 crimes, en échange d'un plaidé coupable. Normalement, avec de telles preuves et de telles charges, c'est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et même la peine de mort dans les États qui l'appliquent encore. Mais Richard Cottingham n'a pas l'intention de s'incliner devant un procureur. Il refuse l'accord et plaide non coupable. Et si le tueur a cette attitude aussi arrogante, c'est parce que sa série de meurtres l'a rendu si confiant qu'il pense qu'il est en capacité de berner le tribunal, comme il l'a fait avec ces jeunes femmes, et de sortir libre de la salle d'audience à la fin des débats. Il a le droit de le croire. Dans la pratique, cela va être compliqué, avec des témoignages de survivantes contre lui, des justifications à devoir apporter pour les objets personnels de victimes d'un tueur en série se trouvant dans un coffre-fort lui appartenant, et bien sûr avec ses empreintes digitales sur des menottes encore accrochées au poignet d'un cadavre. C'est tellement dur de prouver l'inverse que la défense ne parvient pas à convaincre le jury populaire. Résultat, en 1981, Richard Cottingham est reconnu coupable pour toutes les charges retenues contre lui. Cela conduit le juge, présidant l'audience, à condamner Richard Cottingham à une peine d'emprisonnement de 200 ans. Quelques mois après sa première condamnation, c'est un nouveau procès qui s'ouvre, celui du meurtre de Marianne Carr. Les 2 points qui vont faire pencher la balance sont 2 témoignages. Le premier est celui du médecin légiste du comté, qui a examiné le corps de Marianne Carr ainsi que celui de Valerie Street.
Il explique que les blessures chez les deux jeunes femmes sont quasiment identiques, mais en même temps uniques, comme si elles étaient la signature du tueur en quelque sorte. Sans oublier l'utilisation de rubans adhésifs pour bâillonner les victimes, les menottes et la mise à mort par strangulation. Le second témoignage est celui du voisin de Marianne qui a été cambriolé. Ses explications sur la façon dont Cottingham a obtenu les clés lui permettant d'accéder à l'appartement de la victime sont incriminantes. Il n'y avait pas de traces d'effraction dans le bâtiment, ni de traces de lutte. Le tueur avait donc forcément les clés, et il s'avère que Richard Cottingham a le profil d'un tueur. L'accusé est une nouvelle fois reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Marianne Carr cette fois-ci. Il est donc condamné à purger une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, qui s'ajoute aux précédents 200 ans d'emprisonnement. Ces 3 condamnations ouvrent une voie royale pour un 3e procès 2 ans plus tard, en 1984, celui des meurtres de New York. Sans surprise, Cottingham est une nouvelle fois reconnu coupable par le jury populaire et condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie. À ce stade, les autorités sont satisfaites. La lumière a été faite sur ces meurtres et plusieurs tentatives de meurtre, la cerise sur le gâteau étant l'enfermement à vie de l'un des tueurs les plus sadiques des États-Unis. Mais au fond, des questions continuent de démanger l'inspecteur Grieco. Ces victimes sont-elles les seules ? Il y a des trous de plusieurs années durant lesquels aucun meurtre n'est recensé. Et Cottingham a-t-il réellement commencé à tuer en 1977 ? Marianne Carr était-elle sa première victime ? L'inspecteur Grieco décide de rencontrer Richard Cottingham en prison pour savoir. Lors de sa rencontre avec le tueur, celui-ci le félicite. Il dit que la police a fait du bon boulot pour l'arrêter. Mais à peine a-t-il fini de chanter les louanges des forces de l'ordre qu'il ajoute une phrase assassine. « Vous avez fait du bon boulot, mais vous n'avez pas creusé assez loin. Mon premier meurtre remonte à 1967. » L'inspecteur Grieco, ayant enquêté sur les meurtres commis par Cottingham à New York, est bien déterminé à connaître toute la vérité autour de l'histoire de ce monstre et surtout découvrir l'identité d'un maximum de victimes pour les familles. Le policier est obligé de sympathiser avec l'un des pires criminels des États-Unis pour arriver à ses fins. Et au fur et à mesure des entretiens, Cottingham finit par s'ouvrir. Il dit avoir tué 80 femmes, ce qui est absolument faramineux, et le place parmi les tueurs en série les plus prolifiques au monde. Il ajoute que sa première victime remonte à 1967. Il a étranglé une jeune femme avec ses propres collants. Cependant, l'assassin refuse de donner le nom de la victime, comme s'il voulait distribuer des énigmes à l'inspecteur. Sauf qu'en face de lui, il a une personne qui connaît les dossiers par cœur depuis le temps qu'il enquête sur Cottingham. Et l'inspecteur Grieco fait immédiatement le lien avec l'affaire non résolue de Nancy Vogel. Nancy Vogel était une jeune mère de famille avec 2 enfants. Le 31 octobre 1967, elle était de sortie afin de participer à un bingo. Malheureusement, elle n'est jamais revenue. Son cadavre a rapidement été retrouvé sur la banquette arrière de sa voiture à Ridgefield Park. La mère de famille avait été étranglée, ses poignets étaient encore attachés dans son dos et la méthode utilisée pour commettre ce meurtre correspond tout à fait aux pratiques de Richard Cottingham. En découvrant que Cottingham est à l'origine de ce meurtre, l'inspecteur Grieco s'interroge à propos de son implication dans cette série de meurtres ayant eu lieu entre la fin des années 60 et le début des années 70 avec comme première victime Jackie Harp. Ce sont 8 jeunes filles et femmes qui ont été assassinées de la même manière que les victimes du tueur en série de New York. Étranglement, poignets attachés et agressions sexuelles. L'inspecteur Grieco découvre que durant cette période, Cottingham vivait dans le comté de Bergen. Il y a donc de fortes probabilités pour qu'il soit à l'origine de cette macabre série. Jackie Harp a été assassinée le 17 juillet 1968 avec la ceinture de son uniforme. Le 8 avril 1969, c'est le corps d'Irene Blaze qui est découvert dans la rivière Saddle, elle aussi étranglée. Le 14 juillet 1969, Denise Falaska est retrouvée à l'extérieur d'un cimetière, étranglée à l'aide de son collier.
Il est évident, à présent, que l'étrangleur de Bergen n'est autre que Richard Cottingham. L'inspecteur Grieco, avec ces informations, essaye de travailler le tueur afin d'obtenir des aveux. Cela demande énormément de patience, et d'ailleurs, cela prend des années avant de réussir à faire parler Cottingham. Mais finalement, celui-ci décide d'expliquer à l'inspecteur de police comment il procédait et surtout pourquoi. Richard Cottingham se confie sur ses pulsions. Dès son plus jeune âge, il a consommé de nombreux contenus pour adultes. Rapidement, cela ne suffisait plus. Il s'est alors orienté vers le BDSM. Mais encore une fois, la satisfaction qu'il en tirait n'a duré qu'un temps et, enfin, c'est en tuant qu'il réussissait à prendre du plaisir. Seulement, le meurtre simple également a fini par ne plus être suffisant. Il a alors commencé à tourmenter ses victimes en les mutilant. Cottingham explique que le plus dur est le premier meurtre. Ensuite, c'est beaucoup plus simple de passer à l'acte. Ses réponses sont froides, elles glacent le sang et démontrent l'absence d'empathie chez le monstre qu'est cet homme. Malgré ses débuts d'explication, et après 15 ans d'interrogatoires réguliers, Grieco ne réussit pas à obtenir ce après quoi il court depuis des années. De nouveaux aveux de la part du tueur. En 1997, 30 ans après le premier meurtre de Cottingham, l'inspecteur Grieco part en retraite. Mais il n'abandonne pas l'idée de faire parler le prisonnier et continue de lui envoyer des lettres. Ce marathon, dans lequel s'est lancé l'inspecteur Grieco, n'est pas une cause perdue. Les années passent, mais sa détermination permet aux affaires non résolues de l'étrangleur de Bergen d'arriver sur le bureau d'un département dédié au cold case. Son travail est repris par un autre inspecteur nommé Robert Anzilotti, qui, avec l'aide du procureur John Molinelli, reprend le flambeau de ce marathon criminel qui dure depuis des décennies désormais. Et il va falloir être solide mentalement, parce que cela fait 22 ans que Richard Cottingham se trouve derrière les barreaux sans avoir parlé. Sauf qu'en 2006, voici une ouverture. Enfin. Le détenu organisait des jeux d'argent dans la prison, ce qui est absolument interdit, et le conduit à l'isolement. Sans contact avec les autres prisonniers, voici l'opportunité pour l'inspecteur Anzilotti de discuter régulièrement avec lui. Cottingham sera content de ne pas se sentir seul durant quelques minutes dans une journée, et le policier compte bien exploiter cette faille. Il se rend fréquemment à la prison, où il passe du temps avec le tueur condamné. Il joue aux cartes avec lui et prend le temps de construire une vraie relation avec l'homme. Au bout de 4 ans, en 2010, l'inspecteur Anzilotti sent que le moment est venu. Il demande à Cottingham de parler. Voici l'instant fatidique. Des années de travail à côtoyer un psychopathe pour qu'il avoue des meurtres. Mais s'il refuse, c'en sera terminé. Il n'y aura plus d'autre opportunité. Richard Cottingham accepte de faire des aveux. Il veut une contrepartie cependant. Une pizza, des beignets au chocolat, rien d'insurmontable pour obtenir une vérité qui fuit les autorités depuis plus de 40 ans. Le tueur en série tient parole. Il révèle qu'il est derrière le meurtre de Nancy Vogel. L'inspecteur Grieco s'en doutait à l'époque, mais il n'y avait rien pour prouver l'implication de Cottingham dans ce crime. Désormais, il y a des aveux et une résolution supplémentaire en vue, sauf qu'il pourrait mentir, afin de conserver ses nouveaux privilèges et s'imputer des meurtres qu'il n'a pas commis pour maintenir l'intérêt de l'inspecteur Anzilotti et continuer d'avoir des pizzas. Ce n'est pas le cas. Et aussi bizarre que cela puisse être, Cottingham est honnête. Lors de sa déclaration, il a mentionné des éléments seulement connus de la police et du tueur lui-même. L'homme indique que la femme avait fait des courses. Elle avait des sacs contenant de la nourriture dans son coffre, ce qui est exact. Il est aussi capable de donner la couleur du soutien-gorge que portait la jeune femme au moment de sa mort. Ces 2 points n'ont jamais été mentionnés à la presse, qui n'a jamais transmis ces informations au public. Richard Cottingham est bien l'assassin de Nancy Vogel, et ce meurtre est à présent prouvé. La police l'inculpe donc pour cette nouvelle victime, mais Cottingham demande à ce que rien ne fuite dans la presse, autrement il ne parlera plus jamais d'autres affaires. Il ne souhaite pas que sa famille soit à nouveau sous la lumière des projecteurs suite aux actes immondes qu'il a commis. Malheureusement, quand un accusé plaide devant un juge américain et que cette audience préliminaire n'est pas organisée à huis clos, la séance est publique.
Lorsque Richard Cottingham plaide coupable, il y a un journaliste qui rapporte tout dans un article sur lequel tombe la famille du tueur. Vexé, Cottingham n'accepte plus de parler à l'inspecteur Anzilotti durant 1 an et demi, conduisant à l'année 2014. À ce moment, le tueur est à nouveau prêt à parler. Il reconnaît le meurtre d'Irene Blaze, qu'il a agressé sexuellement avant de l'étrangler et de jeter son corps dans la rivière Saddle. Cela fait 2 meurtres sur les 8 s'étant déroulés dans le comté de Bergen à présent. Comme le tueur est enclin à parler, le procureur ne compte pas faire la même erreur en lançant une procédure pénale. Il estime qu'il est plus important de connaître la vérité pour les familles plutôt que de condamner un prisonnier qui ne sortira de toute façon plus jamais. C'est ainsi que Richard Cottingham avoue enfin les meurtres de Denise Falaska, Lauren Kelly, Marie Prior et Jackie Harp, la jeune fille de la fanfare. Cela fait 6 affaires sur les 8 meurtres du comté de Bergen. Le dernier aveu est arrivé en 2021, 53 ans après l'ouverture de la première affaire. Pour que ces dossiers soient officiellement clos, Richard Cottingham doit plaider coupable. Il accepte facilement puisqu'en 2021, c'est encore la pandémie mondiale et les plaidoyers se font en privé dans des bureaux. Cette discrétion arrange le tueur qui plaide donc coupable pour ses 5 meurtres supplémentaires. En 2022, il reconnaît encore 5 meurtres commis dans l'État de New York, cette fois-ci dans le comté de Nassau. Son ADN l'a trahi dans ses affaires. Au total, Richard Cottingham a été condamné pour 16 meurtres et 4 tentatives de meurtre. En 2024, à 77 ans, il y a peu de chances pour qu'il avoue encore d'autres crimes. Mais les policiers sont certains qu'il est impliqué dans une fourchette de 80 à 100 meurtres, impossible à prouver, même s'ils y travaillent encore. Richard Cottingham a été l'un des pires tueurs en série américains. Non seulement par le nombre de victimes, mais également par son procédé barbare de mutilation pour les faire souffrir avant de les tuer. Des monstres, il y en a eu sur cette chaîne, mais alors là, on est allé chercher très haut. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez New York en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à dimanche prochain. Bye.